Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Nous avions invité Boualem Sansal pour une émission diffusée il y a un an, en février 2024, consacrée au triple thème islamisme, immigration et impérialisme. Quelque peu échevelé, l'entretien avec l'écrivain franco-algérien nous avait paru révéler la simplicité, la sympathie et surtout le courage de notre invité, connu pour ses dénonciations obstinées de l'obscurantisme musulman. Boualem Sansal est aujourd'hui emprisonné depuis 1 mois et demi, pour ses idées dans son pays, l'Algérie. Cette dictature militaire installée depuis l'indépendance, qui ne se maintient que par la violence et le ressentiment. Boualem Sansal mérite le soutien inconditionnel de tous les partisans de la liberté de penser, dont nous nous réclamons. Quant à ceux qui ajoutent un « oui mais », ce même « oui mais » qui excuse toutes les barbaries que la gauche totalitaire couvre depuis un siècle, ils se relèvent, encore une fois, les meilleurs alliés du monde orwellien qui s'installe. La haine de la nature, première partie. Christian Godin est enseignant et philosophe, auteur de nombreux ouvrages pédagogiques visant à rendre la philosophie accessible au grand public. Ses travaux portent entre autres sur la morale, la justice, la psychanalyse, la bêtise ou l'utopie, ainsi que l'écologie, notamment à travers La haine de la nature en 2012, qui tente d'explorer la face sombre de nos sentiments face aux éléments naturels. Nous recevons aujourd'hui Christian Godin pour son livre La haine de la nature. Bonjour Christian Godin. Bonjour. C'est un livre très intéressant dont nous allons discuter aujourd'hui. Mais auparavant, pour vous présenter un petit peu, vous avez écrit un grand nombre de livres de vulgarisation scientifique, de vulgarisation philosophique, de philosophie. Notamment pour les élèves, vous avez été professeur, et la philosophie pour les nuls notamment, il y a quelques années. Donc en guise d'introduction, c'est important pour vous la vulgarisation, la place de la philosophie dans la société? Alors, je n'utilise pas le terme de vulgarisation, je préfère celui de popularisation. Dans vulgarisation, on trouve la même racine, presque le même mot que vulgaire. Alors, le vulgus en latin, c'était le bas peuple. En revanche, quand on dit populaire, popularisation, ça renverrait à quelque chose de beaucoup plus noble. Vulgarisation suppose que l'on dégrade l'objet que l'on diffuse, tandis que populariser, c'est une diffusion qui essaye, alors bien entendu c'est toujours difficile, mais on essaye tout de même de laisser intact l'objet que l'on diffuse, à savoir, par exemple, une idée, une théorie. Lorsque Einstein faisait des conférences sur la relativité générale dans les années 1920, alors que la chose d'ailleurs, notons-le, était absolument inimaginable en France. Pendant très longtemps, les savants, les universitaires en France auraient estimé être traînés dans la boue, dans le ruisseau, s'ils s'adressaient à ce qu'on appelle aujourd'hui le grand public. Tandis qu'aux États-Unis, la chose était différente. Et donc, très rapidement, les meilleurs spécialistes des disciplines faisaient des conférences grand public, et Einstein faisait des conférences sur la relativité générale. Alors, vous pensez bien qu'il n'entrait pas dans le détail du calcul tensoriel quand il faisait ses conférences. Il donnait une idée qui était la plus fidèle possible de la révolution relativiste. Et ça, c'est ce que j'appelle donc de la popularisation. Et j'ai essayé de faire la même chose à propos des philosophies, des philosophes dans la philosophie pour les nuls, qui est, en dehors de la psychanalyse pour les nuls, également, que j'ai rédigé, le seul ouvrage, en fait, de popularisation que j'ai rédigé. Je crois que c'est un devoir pour quelqu'un qui, alors surtout moi qui ai été enseignant, de diffuser au plus grand nombre les idées les meilleures, les plus profondes, les plus subtiles que l'être humain a pu avoir depuis l'origine des temps. Et vous pensez qu'il y a un intérêt dans la population pour la philosophie, de manière générale? Alors,
En France, il y a un intérêt qui est dicté, on peut dire, par l'institution scolaire et universitaire, puisqu'il y a des cours de philosophie obligatoires au lycée, et puis ensuite spécialisés à l'université. Il y a une diffusion médiatique également de la philosophie, même si c'est avec une certaine déformation. La déformation principale étant la suivante. La philosophie, qu'on appelle ainsi dans les grands médias, ne traite que des sujets qu'on appelait des sujets de philosophie pratique, c'est-à-dire moraux, politiques, éthiques, existentiels. Mais il y a des pans entiers de la philosophie dont on ne traite jamais. Par exemple, on n'entend jamais parler du débat entre continu et discontinu, ou bien sur le caractère infini ou pas de l'univers ou d'une partie de l'existence. Enfin, bref, il y a des grands concepts qui ne sont jamais mobilisés. En revanche, on entendra parler de justice, de liberté, de bonheur, surtout du bonheur. Et on parlait en off du goût des gens pour la philosophie et peut-être qu'il y avait derrière une envie de rencontrer un système de pensée déjà tout fait, que c'était beaucoup plus une appétence pour chercher des solutions, des réponses, plutôt qu'un goût réellement pour la réflexion et pour le doute. Là, il y a un grand malentendu dont la philosophie souffre et en même temps bénéficie contradictoirement. C'est-à-dire, dans le grand public, beaucoup de gens attendent de la philosophie des réponses que ni les idéologies ni les religions ne leur donnent plus, puisqu'ils n'y croient plus. Et donc, la philosophie apparaît comme étant une sorte de moyen de rattrapage, en fait, de ce que là où les religions et les idéologies ont failli. Les idéologies ont failli dans l'horreur, et les religions ont fini par disparaître. Disons, je parle de l'importance que la religion peut avoir dans notre société, dans notre culture, dans notre civilisation. Les religions, en effet, ont été largement disqualifiées par la grande machine techno-économique et techno-scientifique. Mais de plus en plus de gens donc, ont l'impression que le monde est dépourvu de sens, que leur vie personnelle est fragile et dépourvue de sens, pleine de doutes, que le monde lui-même est indéchiffrable, et ils attendent de la philosophie des clés, des solutions, et c'est là qu'il y a un malentendu. C'est peut-être aussi, on va en discuter justement, le problème aussi de l'écologie, où on cherche énormément de solutions, sans vouloir mettre à plat les problèmes qui se posent. Oui, c'est-à-dire les solutions que la technique peut offrir, c'est-à-dire des recettes, ce qu'on appelle des recettes. Avec la recette, on est tranquillisé, c'est-à-dire qu'il y a une tâche à faire ou une difficulté à surmonter, et puis il y a des procédés qui nous permettraient donc de réaliser cette tâche ou de surmonter ces difficultés. Et effectivement, on voit qu'il y a une façon administrative et gestionnaire de traiter ce qu'on appelle des problèmes écologiques, et qui aussi me semble une voie illusoire. Et alors justement, vous avez écrit donc La haine de la nature, et le titre est surprenant parce que lorsqu'on parle de nature, tous les gens vont parler plutôt d'amour de la nature. Ils ressentent un amour, un attrait pour les forêts, pour les déserts, pour les océans. Dès qu'il y a un congé, on tente de se précipiter hors des grandes villes. Et pourtant, vous dites et vous développez au fil des pages l'idée qu'il y a une haine de la nature au fond de chacun d'entre nous, finalement. Oui, même si cette haine, bien entendu, est... j'imagine qu'elle est absente d'un certain nombre d'êtres humains, qu'il y a des êtres humains qui sont absolument respectueux de la nature, mais la tendance de fond de l'histoire, et surtout de l'histoire moderne et contemporaine, c'est celle de la destruction continue et irréversible de la nature. Et ce qui me fait parler de la haine de la nature, c'est que cette destruction, elle est commandée pas simplement par des intérêts économiques,
hein. On rase une forêt pour construire une ville ou un aéroport. C'est que, en fait, le rapport que l'homme a à la nature est aussi un rapport, disons, de pathétique, au sens de pathos, d'affectivité. Nous aurons sans doute l'occasion d'aborder ce type de sujet, mais la nature, nous sommes émerveillés par elle, dans le meilleur des cas, mais nous en avons peur aussi. On voit par exemple comment le statut du sauvage, ce qui est la nature au sens propre du terme, puisque le terme de sauvage vient d'un mot latin qui veut dire qui appartient à la forêt, le selvaticus, sauvage, par opposition à la ville qui est habitée par le kiwis, le citoyen. Donc il y a une opposition entre la ville et la forêt, entre la nature et la culture. Le sauvage est complètement disqualifié comme étant quelque chose de, dans le meilleur des cas, le primitif, mais dans le pire des cas, la brutalité effrayante. Et la nature, elle produit en nous des affects très contraires. Ça peut être effectivement un émerveillement spontané devant un coucher de soleil ou un vol d'oiseaux migrateurs, mais la nature est effrayante par son imprévisibilité, sa prolifération, sa vitalité. Hein. Par exemple, ce qu'on appelle, disons, façon extraordinairement symptomatique, quand on appelle espèce invasive, une espèce vivante, que ce soit des végétaux ou des animaux, qui sont exotiques au sens propre du terme, ils viennent d'ailleurs, et ils s'introduisent dans notre territoire, un peu comme des immigrés clandestins, et ces espèces invasives, elles sont presque automatiquement, déjà le fait d'être qualifiées d'invasives signifie qu'on doit lutter contre elles, et elles sont presque toujours qualifiées de dangereuses, de nocives. Donc, ce que la nature produit en nous, alors cette haine, elle n'est pas forcément consciente, mais ce qui m'a conduit à traiter de la haine de la nature et à intituler d'abord ce livre « La haine de la nature », c'est le constat que la nature est détruite, qu'elle est détruite de plus en plus, que ce processus-là est irréversible parce qu'il appartient à notre histoire qui est celle de l'Homo sapiens, qui est une espèce particulièrement destructrice. Les paléoanthropologues savent aujourd'hui qu'il y a eu pendant longtemps une grande variété d'espèces homo, des hominines, et que finalement une seule variété, une seule espèce a survécu, c'est Homo sapiens. Toutes les autres ont été éliminées. Alors, ce n'est pas forcément une extermination violente. La question se pose, savoir est-ce que l'homme de Néandertal, par exemple, a disparu de façon spontanée, naturelle, il s'est éteint, ou bien est-ce qu'on a aidé, en quelque sorte, à l'éteindre? Après 400 000 ans d'existence, il est possible qu'on lui ait donné un petit coup de main, quand même. Peut-être. Et il y a beaucoup de spécialistes qui penchent vers cette hypothèse. Donc, toujours est-il, nous sommes une espèce très agressive. Et il n'y a pas d'équivalent parmi les espèces, non seulement d'hominiens, mais parmi les espèces animales, d'espèces qui est détruite de façon aussi radicale et aussi, disons, mondiale. Hein, parce que ce n'est pas simplement un secteur. Hein, bien entendu, un nuage de sauterelles, ça détruit un écosystème, ça c'est clair. Mais là, avec les hommes, nous avons affaire en fait à une destruction qui est universelle. Or, la destructivité, pour utiliser un terme psychanalytique utilisé par Erich Fromm, la destructivité est, me semble-t-il, liée fondamentalement à la haine, puisque la haine, c'est l'affect de la destruction. On va dire que la haine repose sur l'idée qui nous paraît folle, mais dont on voit les exemples historiques récents à travers les génocides du XXe siècle. La haine, c'est cette idée qu'on ne peut pas vivre si l'autre, alors l'autre, ça peut être l'autre peuple, une race prétendue telle, hein, les Tutsis, les Juifs, les Tziganes, si l'autre continue de vivre, moi je ne peux plus vivre. Alors l'autre, ça peut être aussi, non pas l'autre humain, ça peut être l'autre animal. Ça peut être la nature d'une manière générale. Cette idée qu'il y a une lutte à mort et que si je ne l'emporte pas, je vais être vaincu, je vais moi-même mourir. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que
tous les génocides, que ce soit le génocide khmer, qu'on a appelé un autogénocide, le génocide du Rwanda en 1994, les génocides contre les Arméniens en 1916, le génocide contre les Juifs et les Tziganes, en fait, tous les génocides ont été perpétrés par des gens qui étaient convaincus, mais convaincus de façon absolue, que s'ils ne tuaient pas en prenant les devants, c'est eux qui allaient être exterminés. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas la psychologie du génocidaire si on ne comprend pas que lui, il se sent en l'état de légitime défense. Ce qui est évidemment pour lui une légitimation absolue. Si la légitime défense, toutes les sociétés l'acceptent. Et je crois qu'on a on a un rapport à la nature qui est assez analogue à cela. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour bien vivre en tant qu'homme, là j'ai donné l'exemple de la ville, il faut défricher, il faut couper des arbres, il faut éliminer des animaux, il faut de plus en plus contrôler et voire détruire la vie. Cette haine, elle n'est pas forcément explicite. Est-ce que, par exemple, pour reprendre l'exemple du génocide, est-ce que tous les bourreaux nazis, est-ce que tous les nazis étaient disons 24 heures sur 24, animés par la haine des Juifs? Je ne crois pas. Je pense que ça n'a pas du tout été le cas. C'est des fonctionnaires qui travaillaient, qui ont obéi aux ordres, pour répondre le terme. Exactement. C'est-à-dire que c'était une des idées évoquées, énoncée par Hannah Arendt, vous savez, dans son livre sur Eichmann à Jérusalem, qui a une idée qui a fait scandale quand elle a parlé de la banalité du mal. Mais c'est en partie de cela qu'elle parlait. C'est qu'on peut très bien être dans un processus de haine, de destruction, sans pour cela... Alors, il y a des gens qui haïssent... ils ont la phobie, par exemple, des insectes, ils ont la phobie des souris. Dès qu'ils voient un animal qui n'est pas contrôlable ou contrôlé, ils veulent absolument sa mort. Bon, ça existe, ça. Mais je crois que ce n'est pas tellement le fond du problème. Le problème, c'est que l'être humain, au fil des siècles, au fil des millénaires, il est il s'est mis dans un état de guerre à l'égard de lorsque j'ai parlé de votre livre à une invitée précédente, elle avait compris le titre d'une manière assez singulière. La haine de la nature, non pas la haine ressentie par l'homme pour la nature, mais la haine de la nature pour l'homme. Alors c'est un anthropomorphisme, mais c'est pas inintéressant parce que vous faisiez le parallèle avec les génocides et le fait que les massacreurs ont toujours l'impression que c'est eux ou leurs victimes qui doivent y passer. Dans le cas de l'homme, c'est pas entièrement une fallace parce que l'homme est un animal étrange qui est obligé comme dit la Bible, de cultiver la terre à la sueur de son front, dont la nourriture n'est pas immédiatement disponible. Il faut qu'il aille la chercher, et particulièrement après le néolithique, il faut qu'il travaille la terre. Il faut qu'il élève des animaux domestiques, il faut qu'il les sélectionne, qu'il en prenne soin. Le rapport avec la nature n'est pas non plus un rapport apaisé. Un humain est obligé de faire des efforts, ce que Marx appelait le travail au sens plein du terme, pour arriver à en extraire une subsistance. Donc, immédiatement, on ne voit pas très bien ce que pourrait être a priori un rapport apaisé avec la nature. Oui, vous avez parfaitement raison. L'idée selon laquelle des sociétés très anciennes, traditionnelles, qu'on appelle primitives, vivaient en totale symbiose avec la nature, dans une espèce de confusion existentielle, où les rochers, les végétaux, les animaux, les êtres humains sont dans une espèce de grande famille, comme on le voit dans les mythes. C'est une idée dont aujourd'hui les historiens ont fait bon marché. On connaît l'exemple des... Comment ? Le Jardin d'Éden, dans le cadre judéo-chrétien. Comme disait Hegel, le philosophe, dans le Jardin d'Éden, l'homme n'était qu'un animal parmi les autres. Et c'est à partir du moment où il est sorti de ce zoo, il l'appelle le zoo, le parc zoologique, c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu proprement un être humain. Donc il n'y a pas d'être humain sans violence à l'égard du milieu environnement.
environnants. Alors cette violence, elle est évidemment très inégale selon les peuples et selon les cultures et selon les siècles. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a des milieux naturels qui ont été complètement dévastés par certaines cultures. On est à peu près sûr aujourd'hui, par exemple, que l'effondrement de la civilisation maya est dû à une dévastation complète de l'environnement naturel. On a émis la même hypothèse, c'est Jared Diamond qui le fait dans son livre L'effondrement, à propos de l'île de Pâques, mais il y a d'autres exemples. C'est-à-dire que n'allons pas imaginer que c'est qu'au XXe siècle qu'on est capable de bouleverser les écosystèmes, etc. Pour prendre un exemple un peu moins connu, on parle de l'arrivée d'Homo sapiens, ou en tout cas d'une vague d'Homo sapiens sur le continent américain via le détroit de Bering, il y a 12 ou 13 000 ans, et qui aurait mené là-bas une blitzkrieg, c'est-à-dire qu'ils auraient porté atteinte de manière extrêmement importante aux grands mammifères qui vivaient là-bas. Mais oui. Et il y a 12 000 ans, c'était l'extinction du Pléistocène, ce qu'on appelait, qui a peut-être été aidé par une confluence de phénomènes climatiques notamment, mais ils ont eu un effet assez considérable en chassant. Et un autre exemple aussi qui est très peu connu, c'est lors de l'invention de l'agriculture. Les cultures à l'époque, c'était pas des jardins, c'était fait des abattis brûlés, c'est-à-dire qu'on coupait la forêt, on coupait une portion de forêt, on brûlait, et avec la cendre, il y avait une fertilisation du sol, et on cultivait dessus durant 2, 3, 4, 5 ans, et puis on passait à une autre parcelle. Et en fait, il y a je pense à Mazoyer et Roudard, deux agronomes qui considèrent que ça a été la plus grande modification écologique que l'être humain a infligée à la planète, en défrichant et en fait en déboisant de manière extraordinairement importante. À grande échelle, même s'ils étaient très peu nombreux, c'était quelques millions peut-être d'individus, mais qui sur tous les continents se sont mis à déforester de manière extrêmement importante. Oui, vous avez parfaitement raison. Donc, on est à peu près sûr, par exemple, que ce qu'on appelle en termes techniques la mégafaune, les grands animaux, ne sont pas éteints de manière naturelle, mais qu'ils ont été littéralement exterminés par nos ancêtres, et que finalement ces sociétés produisaient beaucoup de dévastation et donc étaient dans un gaspillage absolument inouï. Ils étaient capables, par un système de battues, on dirait aujourd'hui, ou de rabats, un groupe de chasseurs pouvait faire jeter tout un troupeau de chevaux du haut d'une falaise, et pour consommer simplement quelques kilos de viande et laisser donc le reste. Donc c'est vrai qu'on a, par contraste avec la société contemporaine, on a idéalisé les sociétés d'autrefois en disant ils vivaient dans une sorte de paix, de doux bonheur avec leur environnement, alors que c'est loin d'être le cas. Maintenant, il faut imaginer aussi qu'il y a eu des milliers de sociétés qui nous ont précédés et qu'il faut, dans ce domaine-là, ne jamais faire de généralité, parce que vous avez des sociétés qui sont très violentes, des sociétés qui sont seulement un peu violentes, d'autres qui sont très pacifiques. Il y a des sociétés, par exemple, qui ont ignoré la guerre, des sociétés à l'intérieur desquelles le suicide, c'est-à-dire la violence perpétrée contre soi-même, était inexistant. Donc, il faut se garder de toute généralité. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi en anthropologie comme en sociologie ou en histoire, dans les domaines des sciences humaines. Et c'est ce que j'allais dire justement, si les humains avaient été émus uniquement par cette haine de la nature, on ne serait pas là pour en parler. C'est-à-dire que de manière assez simple, l'humanité a réussi de manière très différente en fonction effectivement des cultures, en fonction des civilisations, en fonction des époques, à trouver des équilibres relativement durables avec l'environnement. Donc effectivement, il faut pas valider le mythe du bon sauvage, mais il ne faut pas non plus nourrir notre mythe d'un homme qui serait absolument destructeur de A à Z. Il y a malgré tout eu des équilibres, des écosystèmes extrêmement subtils. Et c'est pas à peine d'aller chercher très loin. Je pense notamment au bocage normand et breton. Ce sont des agrosystèmes, parce que c'est le terme consacré, qui sont des petits bijoux d'équilibre.
Tout à fait, oui. entre la culture, entre l'élevage, une autofertilisation, l'utilisation des haies, un découpage, une utilisation du ruissellement de l'eau de manière très savante. Donc il y a eu des possibilités d'équilibre malgré tout. L'homme n'est pas uniquement mu par la haine de la nature. Ah non, cette haine, je considère qu'elle a été pendant la plus grande partie de l'histoire, elle était, pour utiliser un terme psychanalytique, refoulée ou implicite. En revanche, à partir du moment où les techniques de construction, qui sont aussi des techniques de destruction, se sont développées, avec l'outillage technique de plus en plus puissant qu'il a eu entre les mains, cette haine, elle a pu s'exercer de manière de plus en plus dévastatrice. C'est-à-dire qu'il est clair que bien des sociétés ont vécu dans une sorte d'équilibre avec leur milieu naturel. Mais c'est parce qu'elles ne pouvaient pas faire autrement. C'est-à-dire qu'elles ne disposaient finalement que de peu de moyens. Vous savez, quand vous chassez avec un arc et des flèches, vous n'êtes pas comme Buffalo Bill qui, avec son fusil, descendait des milliers de bisons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez entre les mains d'Homo sapiens une arme de destruction, il va nécessairement s'en servir, et plus cette arme sera puissante, et plus la destructivité sera défoulée. Donc, en fait, l'une des thèses que je défends, c'est que il est clair qu'on ne peut pas dire que l'homme, depuis ses origines, était animé essentiellement par la haine de la nature, mais que cette haine a toujours existé, alors sous des formes, disons, différentes. Ça peut être de l'inquiétude, ça peut être une certaine indifférence. Quel était le point de vue de notre ancêtre Cro-Magnon à l'égard du mammouth? C'est difficile à dire, vous voyez. Il y avait un mélange sans doute de grand respect pour une puissance surhumaine, et puis en même temps un désir de destruction, et puis aussi peut-être une mauvaise conscience d'avoir tué un animal, et que pour se faire pardonner, on va le dessiner ou le peindre sur une paroi de caverne. Donc, je crois que l'élément technique a changé beaucoup de choses. Vous mettez une Kalachnikov entre les mains d'un individu, il ne sera plus le même. Mais son comportement, s'il est le plus dévastateur possible, ça veut dire qu'il avait en lui des conditions favorables pour agir de la manière meurtrière, si par exemple il commet un massacre. C'est une illusion de croire que la technique du plus simple outil, comme la bêche ou le marteau, jusqu'à la machine la plus sophistiquée, comme la bombe atomique, c'est une illusion de croire que l'outil n'est qu'un simple moyen. C'est un révélateur, on pourrait presque dire au sens photographique du terme, c'est un révélateur de ce que le comportement de l'individu recelait en termes de potentialité. Et il induit lui-même un comportement. Tout à fait. On ne peut pas utiliser impunément n'importe quel outil. Une arme peut faire un meurtrier, on le voit dans les guerres. Prenez les tortionnaires qui utilisaient ce qu'on appelait pendant la guerre d'Algérie la gégène, l'électricité pour torturer. Bon, c'est clair que ces braves types, 3 ans avant, ils n'auraient jamais fait ça. Et donc, en fait, la machinerie technique, qui est une forme de puissance, incite l'individu, en fait, à aller jusqu'à aller à la destruction. Et alors justement, vous distinguez dans votre livre, il y a tout un chapitre très intéressant réservé aux causes de cette haine de la nature, en réalité, ou du moins au ressort de cette haine. Et vous listez donc la volonté de puissance, vous venez d'en parler, le dualisme judéo-chrétien, je vais vous laisser en parler, et l'empire, ce que vous appelez l'empire de l'esprit. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Volonté de puissance, de dualisme judéo-chrétien, donc cette coupure entre une nature, une création divine, en fait, créée par l'homme, et puis un être humain qui serait d'essence particulière, le témoin de Dieu sur terre.
Et puis l'empire de l'esprit, c'est-à-dire vous décrivez en réalité le fait que toute la pensée philosophique a cherché à s'affranchir de la matière et est partie dans des abstractions qui ont abouti à la volonté de plaquer en fait dans le réel des volontés qui étaient purement humaines, sans tenir compte réellement de cette réalité. D'ailleurs, ces trois éléments sont articulés les uns aux autres. L'expression de volonté de puissance, vous savez, elle vient de Nietzsche. Et Nietzsche disait que la règle ou la loi, le principe de la volonté de puissance, c'était la volonté toujours d'un plus de puissance. Que, en fait, elle est en droit, si on peut dire, infini. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'exemple de Buffalo Bill. Pourquoi cet homme, il n'était pas le seul, ne se contentait-il pas, comme faisaient les Indiens des grandes plaines, de tuer les bisons dont il avait besoin pour manger, ou pour la peau, ou pour les os, je ne sais quoi. Pourquoi les agriculteurs américains ont exterminé les milliards, les dizaines de milliards de pigeons migrateurs à la fin du 19e siècle? Je crois que le dernier spécimen est mort dans les années 1910. Vous savez, il y avait des pigeons migrateurs, je ne me souviens plus exactement leur nom, qui, chaque hiver, donc, traversaient le nord des États-Unis, ils venaient du Canada pour aller vers le sud. Ils étaient si nombreux que, quand ils passaient dans le ciel, c'était comme une éclipse du soleil. Il faisait noir en plein jour. Quand ils se posaient sur les arbres, ils étaient si nombreux que les branches cassaient. Eh bien, ces centaines de milliards de volatiles ont été, en quelques 10, 15, 20 ans, je ne sais plus, éliminés jusqu'au dernier. Aujourd'hui, l'espèce est éteinte. Alors bien sûr, pour les agriculteurs, il s'agissait de sauver les récoltes, puisque ces oiseaux se nourrissaient de grains et dévastaient les... Mais à mon sens, il y a autre chose. Vous voyez, quand il y a une telle volonté, alors là, c'est pour ça que l'analogie que tout à l'heure j'ai faite avec le génocide me semble assez éclairante, c'est que il y a un désir d'aller jusqu'au bout de sa puissance dans le sens de l'extermination. J'ai évoqué la technique. Alors la technique, elle est créatrice. Bien entendu, je veux dire, l'électricité, tous les véhicules qui permettent les transports, le travail, tout cela. Donc on est dans la création qui est le prolongement de la vie. Mais il arrive un moment où il y a une sorte de point de bascule à un certain degré de puissance où la puissance de la machine et de l'outil bascule du côté de la mort, alors qu'ils sont l'émergence de la vie. L'outil, c'est le produit de l'intelligence, laquelle est elle-même l'efflorescence de la vie. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle l'expression d'intelligence artificielle est un parfait oxymore, puisque l'intelligence n'existe que chez des êtres vivants. En soi, une table n'est pas intelligente et on aura beau attendre des milliards d'années, aucune intelligence ne sortira de cette table. Donc là où il y a de l'intelligence, ça veut dire que la vie a fait quelque chose, elle a créé quelque chose. Mais il y a un moment donné où il y a un point de bascule où... cette volonté de puissance, qui est dans le sens de la création et de l'affirmation, comme disait Nietzsche, va dans le sens de la mort. Et me semble-t-il, ce point de bascule, il est apparu surtout depuis la révolution industrielle, qui elle-même s'inscrit évidemment dans l'histoire du développement technoscientifique de l'Occident et dans l'histoire donc de ce régime techno-économique qu'on appelle depuis Werner Sombart, l'historien, le sociologue allemand, le capitalisme. Et c'est là justement que s'inscrit ce contexte civilisationnel auquel vous faisiez allusion, qui est le dualisme chrétien. C'est-à-dire que, bon, c'est toujours compliqué de savoir, mais d'où vient la révolution industrielle, d'où vient le capitalisme. Mais le fait que ce soit apparu en Europe, qui est continent de culture chrétienne, a été repéré par un certain nombre de sociologues, je pense en particulier à Max Weber. C'est-à-dire que la grande révolution opérée par le christianisme, c'est d'avoir déspiritualisé, dédivinisé la nature, de l'avoir profanée au sens, disons, étymologique du mot, c'est-à-dire que là où la nature était sacrée,
à penser que pour les Grecs, les étoiles, c'est des dieux, que le soleil, c'est un dieu. On ne peut pas imaginer qu'est-ce que ça veut dire pour se représenter des hommes qui voient des dieux et qui les perçoivent à travers le fleuve, à travers la forêt, à travers l'océan. Tout était plein de dieux. Donc la grande révolution chrétienne, c'est d'avoir unifié le divin en un seul être, et de plus cet être, au lieu d'être immanent à la nature, il est repoussé dans une transcendance très éloignée, dans un ciel qui n'est même pas le ciel physique, qui est un ciel métaphysique, et donc avoir finalement dédivinisé la nature, de l'avoir totalement réduite à un ensemble matériel, sans esprit, sans âme, donc connaissable, transformable, destructible, exploitable à l'infini, sans aucune espèce de tabou. Et je prends ici le terme au sens propre du terme. Vous savez que dans toutes les sociétés traditionnelles, on cultive un lopin de terre sur un morceau de forêt défrichée, mais il y a des endroits dans la forêt qui sont tabous, parce que c'est la propriété des esprits. On ne coupera pas ces arbres-là, on ne chassera pas ces animaux-là, etc. Ce qu'a opéré au cours des siècles, ça a été long, mais surtout à partir de la Renaissance, le christianisme, c'est que dans la mesure où la nature n'était que de l'étendue, du mouvement et de la matière, eh bien cette nature perdait toute espèce de personnalité. Donc, elle était exploitable et destructible à l'infini. Et elle devenait une ressource. Une ressource, en plus, une ressource qui était renouvelable, hein, dans la mesure où, comme elle était quand même la création de Dieu, qu'elle devait aussi manifester la splendeur de Dieu, on pouvait éliminer une espèce animale, on pouvait détourner les rivières, raser une montagne, mais la nature avait suffisamment de ressources en elle pour se reconstituer. Et en même temps, il y a aussi une contre-histoire de cette dynamique qui est massive, hein, vous avez entièrement raison, et vous en parlez dans votre livre. Je pense à Pierre Hadot que vous citez, je crois, dans Le voile d'Isis, où il parle du dynamique prométhéenne, donc effectivement c'est ce que vous venez de décrire, hein, donc Prométhée qui vole le feu aux dieux et qui le donne aux hommes. Et en même temps, il y a une dynamique plutôt orphique, c'est-à-dire qui établirait une relation avec la nature beaucoup plus douce, avec une dimension beaucoup plus esthétique, beaucoup plus méditative, et qui existe aussi en Occident. Vous avez parlé de la révolution industrielle. Parallèlement à la révolution industrielle, on a vu l'émergence du mouvement romantique. Tout à fait. Et qui a été un énorme mouvement une réaction, proprement dit, aux Lumières et à l'industrialisme, mais qui a été aussi un énorme mouvement qui irrigue jusqu'à aujourd'hui les discours écologistes, on va en parler, de restauration de la nature. Oui. En fait, ne serait-ce que dans la représentation, dans tous les arts, où on a une nature qui redevient obscure, mystérieuse, sauvage, même la nature à l'intérieur de l'homme, et qui a eu un énorme impact. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi il y a une source judéo-chrétienne, vous avez raison, qui est en grande partie responsable des dommages environnementaux auxquels on assiste. Et de l'autre côté, il y a aussi une source, à mon avis, largement grecque, qui est aussi une posture de découverte, de curiosité et de respect très profond pour la nature, qui existe aussi en Occident. Il y a les deux. C'est juste, à mon avis. Et si on est capable, nous, aujourd'hui, maintenant, d'en parler, justement, c'est parce que je pense que l'Occident n'est pas uniquement mu par une haine de la nature, mais qu'il y a vraiment une ambivalence très profonde. Oui, c'est juste, mais il y a une telle dissymétrie entre ces deux tendances. On voit très bien que l'une écrase l'autre, que l'autre apparaît comme minoritaire. Prenez Saint François d'Assise, il est représentatif du christianisme aussi bien que les autres saints, mais toujours est-il que la philosophie chrétienne ou la conception chrétienne du monde, elle est plutôt du côté de Thomas d'Aquin
qui exalte l'âme et l'esprit, et non pas de François d'Assise, le petit pauvre, le poverello, qui disait « mon frère le soleil, ma sœur la pluie », et qui considérait que les êtres de la nature étaient effectivement ses frères et ses sœurs. De la même façon, au XVIIe siècle, vous avez face à Descartes qui creuse l'abîme entre le corps, la matière et l'esprit, l'âme, immatérielle, immortelle. Vous avez La Fontaine, qui est le plus anti-cartésien des écrivains du XVIIe siècle. La Fontaine, en effet, il faut lire La Fontaine comme quelqu'un qui ne prenait pas ses fables simplement sur le plan allégorique ou symbolique. Il croyait réellement que les animaux avaient une sensibilité, une intelligence, des capacités de ruser, de s'entraider, etc. Donc, mais dans l'histoire culturelle, c'est pas la tendance La Fontaine qui l'a emporté. Oui, et en même temps, votre exemple est intéressant d'opposer La Fontaine à Descartes, parce que si on prend par exemple l'objet de la discipline scientifique, la science, telle que la réinventer, on va dire, l'Europe après la Grèce. La science est justement à la frontière entre la destruction, entre l'influence judéo-chrétienne, on va dire, et grecque. C'est-à-dire que, on revient à La Fontaine, on sait aujourd'hui, effectivement, que tout ce que dit La Fontaine à propos des animaux est vrai. Les animaux ont une sensibilité, les animaux ont une vie sociale. Et qui nous l'apprend, c'est la science. C'est-à-dire que la science est aussi porteuse d'une curiosité vis-à-vis de la nature. Indiscutable. C'est pas uniquement la technoscience, là-dessus je pense que c'est une réalité incontestable. C'est pas non plus uniquement une technoscience déchaînée, c'est aussi une curiosité ouverte vis-à-vis de la nature que les courants religieux n'avaient pas. Oui. Mais si aujourd'hui on est capable de protéger la nature, en tout cas l'environnement, c'est aussi grâce à la science. C'est la science qui nous avertit, des bons côtés et des mauvais côtés, mais qu'il y a des espèces en voie de disparition, que porter atteinte à tel écosystème aura telle conséquence, que telle pollution absolument invisible a un impact important, etc. Donc il me semble que c'est quand même on vit dans une société où il y a un enchevêtrement entre effectivement une haine de la nature et en même temps une curiosité. Et la science me semble rassembler ces deux aspects-là. Oui, c'est vrai qu'il y a bien entendu une complexité, des contradictions. Mais on pourrait dire aussi, dans notre rapport aux animaux, puisque vous évoquiez cela, que sans doute jamais autant d'animaux n'ont été exploités que de nos jours. C'est-à-dire que l'élevage moderne, les techniques modernes de l'élevage, dont on connaît le caractère très mécanique, c'est concentrationnel, très violent. Il faut oser le mot. Oui, n'a jamais, évidemment, n'a aucune commune mesure avec les élevages des pasteurs d'autrefois. Donc c'est vrai que la science nous apprend qu'il y a des liens entre l'humanité et l'animalité que les philosophes et les religions d'autrefois ne percevaient pas. Est-ce que pour autant nous avons changé fondamentalement notre rapport avec les animaux ou la nature d'une manière plus générale? J'en suis pas si sûr que cela, parce qu'il me semble que... Je pense, pour reprendre un terme psychanalytique, que nous vivons dans une ambivalence. C'est ça, oui, Je pense que nous avons une nature qui est profondément ambivalente. C'est certain. Quelqu'un qui va couper l'arbre de son jardin, il sera très content de se promener dans une forêt. C'est-à-dire que l'homme contemporain est un homme qui est profondément, on pourrait presque dire schizophrénique. C'est-à-dire que on le voit bien d'ailleurs à travers certains sondages, il est, d'une manière générale, il éprouve une certaine sympathie à l'égard des mesures de protection pour la nature. Il éprouve, disons, une adhésion. Mais son comportement ne suit pas du tout. Il est dans une dissonance cognitive totale. C'est-à-dire que dans son comportement privé, personnel, ou dans son travail, il va avoir un comportement de prédateur, de profiteur, sinon de destructeur. On le voit quand même, la façon dont les gens...
beaucoup, la plupart même, me semble-t-il, traitent les plantes, les animaux. Ils veulent tout contrôler. Ou à l'inverse, ils peuvent avoir dans leur vie la plus privée un comportement très écologiste vis-à-vis des animaux et des plantes, mais dans la vie publique, dans l'utilisation des technologies, dans l'utilisation de carburant, de la technique, etc., n'avoir aucune limite. C'est-à-dire que la nature n'est aimée, entre guillemets, c'est-à-dire on prend vraiment ce qu'il y a de plus opposé à la haine, elle n'est aimée que dans la mesure où elle est douce et la mesure où on la contrôle. C'est-à-dire dans la mesure finalement où on ne perçoit en elle aucun risque et aucun obstacle. Donc on voit très bien qu'elle est, dans le meilleur des cas, quand elle est protégée, elle est largement instrumentalisée. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une relation qui est celle de l'orphisme auquel vous faisiez allusion. C'est-à-dire, en fait, dans une sorte de symbiose, de sympathie au sens étymologique. L'alpiniste, le surfeur, le randonneur, donc ils ont affaire à des milieux naturels. Mais la plupart du temps, ce que l'on constate, c'est qu'ils traitent ce milieu comme un faire-valoir, un milieu inerte qui n'est pas un objet d'émerveillement, mais qui est plutôt ce contre quoi il faut lutter, hein, les vagues de la mer, le temps qu'il faut pour parcourir le chemin de randonnée ou l'ascension de la montagne. Donc en fait, c'est toujours du point de vue anthropomorphique. Vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec Christian Gaudin, La haine de la nature. Rendez-vous dans 15 jours pour la seconde partie de l'entretien. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique.fr. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.